Vous avez déjà entendu parler du terme greenwashing, mais savez-vous que ce terme désigne des pratiques qui évoluent sans cesse? La recherche et les innovations dans le domaine du développement durable sont constantes. Il y a encore quelques années, certaines initiatives paraissaient louables, et aujourd'hui, elles sont complètement dépassées. Dans cette vidéo, on va se demander quelles sont les bonnes questions à se poser sur le greenwashing, aujourd'hui, en 2021, et surtout comment se positionner de manière constructive, que vous soyez entrepreneur ou consommateur. Le greenwashing, ou éco-blanchiment en français dans le texte, est un phénomène de communication, de marketing, utilisé par une organisation dans l'intention de donner une image de responsabilité écologique trompeuse. Cette organisation peut être une entreprise, mais aussi une administration ou parfois même des organisations non gouvernementales, des ONG. L'idée, c'est d'attirer la sympathie du public, mais dans les faits, le budget alloué au marketing est beaucoup plus important que le budget alloué à l'impact écologique en lui-même. On voit aussi apparaître des déclinaisons du greenwashing sur d'autres thématiques, par exemple sur des critères sociaux. La démarche consiste alors à utiliser certaines thématiques dans la communication, comme la parité, la diversité ou l'inclusion. Historiquement, on a eu de superbes tricheries en marketing. Je ne sais pas si vous vous rappelez des sucettes choupa choup à 0% de matière grasse. Bah oui, 100% de sucre, 0% de matière grasse. Et aujourd'hui encore, on a certaines choses qui sont sans huile de palme, mais ça viendrait à l'idée de personne de mettre de l'huile de palme dans ces produits-là. Donc c'est pas un phénomène qui se cantonne aux questions écologiques, ça peut toucher tout un tas de domaines. Le greenwashing, c'est un sujet délicat, parce que parfois c'est vraiment juste un vernis marketing et il n'y a rien derrière, et là on est dans le schéma de l'arnaque totale, mais c'est pas toujours le cas. Parfois on a des entreprises qui communiquent sur leur engagement, qui sont réellement impliquées, mais elles sont très maladroites. Elles ont fait une démarche toutes seules, sans vraiment analyser le problème de manière approfondie, et elles s'y prennent comme des manches, et du coup c'est très maladroit. Et enfin, il y a aussi beaucoup d'entreprises très engagées qui ne communiquent tout simplement pas sur le sujet. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on communique beaucoup sur le sujet que notre démarche est irréprochable, et ce n'est pas non plus parce qu'on n'en parle pas qu'on a tout faux. En tant que consommateur, ça devient vraiment difficile de placer le curseur et de s'orienter en fonction de nos valeurs. On risque même de s'éloigner de marques qui, entre guillemets, viennent de loin, mais qui sont en transition et qui vont vers du mieux. Et en tant qu'entrepreneur, à l'inverse, on ne sait pas trop si on doit en parler ou pas, parce qu'on risque de se faire tacler par des consommateurs qui sont devenus très méfiants et très exigeants. Pour y mettre un peu d'ordre, nous allons voir 3 idées qui vont vous permettre 2 choses. D'abord, en tant qu'entrepreneur, d'éviter le greenwashing et de mettre en place de vraies actions qui ont de l'impact, et en tant que consommateur, de vous permettre de ne pas tomber dans le piège des étiquettes. La première idée, c'est d'essayer d'identifier si on cherche à être critique ou constructif. On est dans une période très particulière et la pandémie n'y est bien sûr pas étrangère. Nous nous sommes éloignés les uns des autres. Il n'y a plus beaucoup de discussions ouvertes, il y a de moins en moins de débats. Nos opinions sont devenues bien tranchées et en gros, depuis un peu plus d'1 an, on est surtout d'accord avec nous-mêmes. Dans les faits, ça se traduit par la marque X est super, la marque Z est nulle. On a tendance à coller des étiquettes à tout va et sans chercher les nuances. Ça peut se comprendre, vu qu'on est dans un système où tout va très vite, ces étiquettes nous simplifient la lecture. Le problème, c'est qu'on met tout dans des cases, alors qu'une démarche écologique, c'est une transition. Et par définition, une transition, c'est être à cheval entre 2 cases. C'est quelque chose qui est nuancé, d'imparfait, qui est en cours et qui peut prendre du temps. La réflexion vers laquelle j'ai envie de vous amener, c'est est-ce que je suis en train de chercher à critiquer, à avoir raison, à coller une étiquette, ou est-ce que je cherche vraiment à comprendre ce qui se passe dans l'entreprise pour tenir compte des enjeux écologiques aujourd'hui. Souvent, tout au fond de soi, on sent très bien la différence. Soit on a envie d'avoir raison pour se rassurer, soit on est déjà confiant et du coup on est curieux et on est ouvert, on a envie d'apprendre et d'explorer. En réalité, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes moyens ni le même timing pour faire leur transition écologique. Donc plutôt que de les comparer entre elles, ça peut être intéressant de les comparer avec elles il y a 3 ans, elles il y a 5 ans et de voir quelle est leur progression. Une entreprise, c'est quelque chose qui est en mouvement constant, mais la communication, c'est comme une sorte de photo figée à un instant T. Elle permet de décrire cet instant T, mais elle ne permet pas d'avoir accès à toute l'histoire. Certaines entreprises ont des images écologiques déplorables en lien avec leur historique ou même leur cœur de métier, leur sujet, alors qu'au quotidien, elles font un travail de fond qui est impressionnant. Je pense par exemple à une entreprise de grande taille dans l'industrie laitière. L'image de l'industrie elle-même est catastrophique. On serait tenté de condamner tout le secteur plutôt que d'imaginer le moindre progrès
progrès. Mais en fait, je trouve que cette entreprise opère une transition qui est plutôt efficace et relativement rapide. D'autres entreprises ont un modèle d'affaires qui est basé sur un projet écologique. Je pense par exemple à la marque suisse de sacs Freytag. Elle fabrique des sacs à partir de bâches de camions. Alors vu qu'ils utilisent un déchet, ils ont un modèle d'upcycling, qui est forcément mieux qu'une entreprise qui va utiliser des matériaux neufs. Alors ce côté d'emblée vertueux peut freiner des entreprises qui n'évoluent pas au même rythme ou qui ne partent pas sur les mêmes bases. L'intention des entreprises à évoluer, qui est pour moi le vrai vecteur de progrès, ne va pas forcément de pair avec les résultats objectifs que l'on constate à un moment donné. Et pour couronner le tout, le modèle classique de l'économie est basé sur la compétition. Donc cette culture de la performance, elle opère vraiment à contresens sur le sujet qui nous occupe. C'est donc important de rester nuancé sur le regard qu'on porte sur telle ou telle entreprise. Les étiquettes qu'on s'imprime dans la tête ne représentent pas la réalité dans le temps. La deuxième idée à garder en tête, c'est mieux qu'hier, moins bien que demain. C'est l'idée de faire évoluer son initiative. Un exemple typique, c'est l'entreprise qui met en place une action qui, au départ, n'est pas du greenwashing, qui part d'une bonne intention, mais qui, avec le temps, va le devenir. Par exemple, à Lausanne, il y a une gérance immobilière qui a fait une campagne d'affichage, donc on les voyait bien, pour expliquer qu'il planterait un arbre pour chaque nouveau bail signé. Alors c'est une intention louable, sauf que la campagne est sortie il y a 5 ans. En 2015. Aujourd'hui, la campagne existe toujours avec les mêmes affiches et de ce fait, elle est désignée et moquée maintenant comme étant du greenwashing. La raison, c'est que l'impact d'un arbre planté par rapport à l'engagement que constitue une signature de bail locatif, c'est juste absolument dérisoire. Pour vous donner une idée, on dégage à la louche 21 tonnes d'équivalent carbone par année et par personne. Et un arbre planté va absorber 30 kg d'équivalent carbone par an. Ce sont des chiffres à la louche. Ça dépend évidemment de l'arbre et ça dépend évidemment du mode de vie de la personne. Mais c'est pour vous donner une idée de la proportion entre les deux actions. En 2015, tous ces chiffres étaient encore flous, mal connus et la gérance était parmi les premières à annoncer qu'elle allait planter des arbres. Aujourd'hui, en utilisant un moteur de recherche comme Ecosia, vous allez planter un arbre tous les 2 jours. Et le fait que cette campagne soit la même depuis 5 ans montre qu'il n'y a pas vraiment de projet derrière. C'était juste une initiative marketing. Donc mettre en place ce type d'initiative, c'est bien, c'est même très bien, mais si vous voulez vraiment avoir une intention verte derrière, vous devez faire évoluer votre initiative au gré des changements et des nouvelles connaissances pour pouvoir donner de l'ampleur à votre sujet. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines. On peut aussi parler des sacs réutilisables dans les supermarchés, par exemple. Ça nous a été présenté comme étant un geste écologique, parce que ça remplaçait des dizaines ou des centaines de petits sacs en plastique plus fins. Et effectivement, c'était le cas. Mais les sacs qu'on nous a proposés sont aussi en plastique, donc in fine, ils polluent toujours. Et aujourd'hui, ce que les consommateurs attendraient, c'est beaucoup plus des sacs biodégradables, et on a le retour des sacs en papier craft. L'écologie évolue constamment. Ce qui est innovant aujourd'hui sera dépassé demain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre demain, ça veut simplement dire qu'il faut s'adapter continuellement. Une entreprise qui a une démarche écologique sincère ne parlera pas 2 ans de suite du même projet. Elle montrera son évolution, elle remettra en question ce sur quoi elle s'appuyait 5 ans plus tôt, en toute transparence. Et enfin, pour mettre en place un projet qui a vraiment de l'impact, il y a un dernier point que vous devez absolument garder en tête. La troisième idée importante, c'est de croiser les critères d'impact écologique. Aujourd'hui, notre économie a des impacts multiples. Dans le domaine de l'écologie, on peut parler du gaz carbonique, mais aussi des polluants, des transports, des déchets, de l'énergie grise, des plastiques justement. Il n'y a plus qu'un seul critère qui permette de dire que notre entreprise est verte. Et entre nous, une entreprise écologiquement vertueuse où les gens seraient malheureux, ça n'aurait pas non plus beaucoup de sens. Donc on va aussi y ajouter des critères d'impact social, communautaire, la gouvernance, la contribution à une collectivité. Si vous voulez discerner la qualité d'un projet, il faut passer en revue ces différents champs d'application, ces différents champs d'impact. En ce moment, le critère à la mode, c'est le gaz carbonique. Il y a des fonds d'investissement qui se disent verts parce qu'ils regroupent des entreprises qui compensent leurs émissions de carbone. Sauf que quand on y regarde de plus près, ça n'exclut pas l'obsolescence programmée ou la pollution par d'autres agissements qui ne sont pas du tout verts. Si une entreprise communique sur le gaz carbonique une année, elle doit pouvoir annoncer qu'elle atteindra un objectif dans un délai donné et qu'elle traitera un autre sujet, puis un autre, etc. C'est quelque chose que j'ai abordé dans une autre vidéo, je vous mets le lien en commentaire. En tant qu'entrepreneur, vous devez avoir plusieurs critères pour évaluer votre engagement dans son ensemble et sur la durée. C'est ce qui va vous permettre de ne pas être dans le greenwashing, mais de construire un vrai projet écologique et durable. Je trouve même que ça serait
intéressant que toutes les entreprises ne s'attaquent pas au même sujet. Par exemple, il faudrait qu'il y ait des entreprises qui s'attaquent au sujet des polluants, pendant que d'autres s'attaquent à diminuer leurs émissions de CO2. Parce que ça fait quoi? Ça fait que dans 3-4 ans, quand elles auront chacun résolu les problèmes de leur côté, elles pourront échanger leurs connaissances et progresser plus vite. Cette diversité est importante parce qu'elle augmente le niveau de compétence de chaque entreprise et elle prépare de futures collaborations. Et le développement des partenariats, c'est justement le 17e objectif de développement durable qui est posé par l'ONU. En tant que consommateur, gardez en tête qu'aucune entreprise aujourd'hui ne fait tout juste. Par contre, beaucoup d'entreprises font beaucoup mieux que l'économie traditionnelle et il est nécessaire qu'elles augmentent leur part de marché pour que le monde aille dans le bon sens. Finalement, en tant que consommateur, notre premier contact avec une marque, c'est souvent la communication et ou le marketing. Mais il ne reflète pas toujours la réalité de l'impact écologique ni l'intention de l'entreprise. La communication sur l'implication écologique d'une entreprise doit être dynamique, elle doit être aux prises avec la réalité, elle doit donner des informations tangibles et vérifiables. Lorsque l'on est consommateur, on a tendance à être méfiant vis-à-vis de l'intention d'une entreprise. On aurait tendance à croire que les entreprises sont prêtes à tout pour protéger leurs profits et qu'elles continuent à tout sacrifier, y compris l'écologie, dans ce seul but. Seulement en mettant toutes les entreprises dans le même bateau, on va freiner certaines dans leur transition parce que envisager une autre économie plus constructive, ça demande quand même du temps et beaucoup de remise en question. Malgré tout ce que l'on peut en dire, à mes yeux, le greenwashing en 2021, c'est un bon signe. Ça veut dire que l'écologie est importante pour les consommateurs. Les entreprises qui pratiquent le greenwashing, elles sont pas dans le déni. D'une certaine manière, elles ont entrouvert la porte et le pas à parcourir pour les amener à faire juste en est réduit d'autant. En fait, faire comme si on était éco-responsable, c'est tendre une sacrée perche pour devenir éco-responsable. Si vous êtes une entreprise, j'espère vous avoir donné les clés pour vous poser vraiment les bonnes questions, développer un projet qui a vraiment de l'impact et de l'amplitude, de telle sorte que vous ne risquiez pas d'être suspecté de greenwashing. Et en tant que consommateur, je vous invite à aller au-delà des étiquettes. Si on détecte du greenwashing, il vaut mieux adopter une posture constructive avec la marque, en partageant cette vidéo par exemple, plutôt que d'avoir une attitude offensive et agressive qui va être contre-productive. Aidez-les à faire mieux, encouragez-les dans cette démarche, vous aurez beaucoup plus d'impact qu'en râlant. Si vous voulez plus de vidéos sur cette thématique, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous souhaitez implémenter un vrai projet écologique dans votre entreprise, je vous propose de regarder une autre vidéo.